Cette histoire est très inhabituelle. Ce n'est pas qu'elle me soit arrivée personnellement, mais plutôt qu'elle est arrivée à toute ma famille. En conséquence, j'ai posé quelques questions pour rassembler toutes les informations. Il est nécessaire d'ajouter un peu de contexte. J'ai vécu au Canada la plupart de ma vie, mais je suis né en Iran, où j'ai passé les 8 premières années de ma vie. Il peut aussi être important de mentionner que mon père était déjà parti au Canada pour tout préparer. Nous trouver une maison, trouver un travail, tout ce qu'il fallait pour que nous puissions le rejoindre. En attendant, nous étions seuls, ma mère, mes 2 grandes sœurs, qui étaient encore adolescentes, et moi, le chef de la maison. Je ne me souviens pas de cet incident initial, mais, comme je pense que l'histoire a plus de sens chronologiquement, c'est ici que nous devons commencer. Un jour, ma mère a reçu un appel téléphonique. Une femme lui a dit qu'un document était arrivé pour elle et qu'elle devait attendre qu'on le lui remette. Ma mère, évidemment, était ravie. C'était un moment où nous travaillions à immigrer au Canada, alors elle a attendu et encore attendu. Aucun document n'est arrivé. C'était peut-être une erreur de numéro, peut-être que quelqu'un se moquait d'elle, peu importe. Quelques semaines plus tard, en pleine nuit, ma mère a reçu un autre appel téléphonique. C'était cette même femme. De nouveau, elle a demandé à ma mère si elle attendait encore les documents. Ma mère restait persuadée qu'il s'agissait juste d'un malentendu, jusqu'à ce que la femme lui dise « Attends, je vais venir ce soir », puis raccroche. Je me souviens de cette nuit en particulier parce que ma mère a pris peur, elle a appelé de bons amis de la famille qui sont venus passer la nuit chez nous. Finalement, aucune femme n'est apparue. Ma mère raconte que cette femme appelait de temps en temps, tous les quelques mois, et qu'à chaque fois que ma mère lui demandait son nom, elle raccrochait brutalement. Faisons un saut dans le temps. Nous vivions au Canada depuis presque une décennie, 2 continents et un océan nous en séparaient, et cet incident était pratiquement oublié. Un jour, le téléphone sonne. Ma mère répond et commence à parler avec une femme persane. Cette femme semble bien connaître toute notre famille, elle demande comment vont chacun de ses membres, et ainsi de suite. Ma mère commence à se demander à qui elle parle, mais chaque fois qu'elle essaie de le découvrir, chaque fois qu'elle pose la question, la femme change de sujet. Je ne sais pas si ma mère a un jour su le nom de cette femme, mais elles ont fini par avoir une longue conversation avant de raccrocher, et ma mère a dû se sentir mieux, car c'était un appel agréable. Tellement agréable que cette femme a rappelé le lendemain. Ma mère a de nouveau eu une longue conversation avec elle, mais cette fois-ci elle était un peu plus agacée. Elle a continué d'insister pour obtenir une identification, jusqu'à ce que la femme lui dise finalement « Te souviens-tu de la fois où je t'ai dit que j'avais des documents pour toi ?» Ma mère a soudainement compris avec qui elle parlait, et cela ne l'a rendue que plus inquiète. À la fin du mois, nous recevions des dizaines d'appels téléphoniques à toute heure du jour et de la nuit. Notre maison était constamment remplie de ce son de téléphone qui sonne, au point que nous avons dû débrancher le téléphone. Et quand nous le rebranchions, comme un signe, le téléphone se remettait aussitôt à sonner. Au début, si quelqu'un d'autre que ma mère répondait, elle demandait à lui parler. Cependant, après un certain temps, et à force de recevoir des remarques désobligeantes de ma part et de celles de mes sœurs, elle a cessé de parler si ce n'était pas ma mère qui décrochait. Il semble qu'elle se soit finalement lassée, mais malheureusement, ce n'était pas le genre d'ennui que nous aurions souhaité. Elle a commencé à trouver d'autres numéros. Elle appelait mes tantes, mes oncles, répartis sur 3 continents, le portable de mon père, le téléphone professionnel de ma sœur, et même mon nouveau portable, dont je n'avais donné le numéro à personne, encore moins à cette psychopathe. Elle ne se contentait pas de récupérer tous ces numéros, elle connaissait aussi beaucoup de choses sur nous. Peut-être que ma mère alimentait un peu la situation, car elle se servait de cette femme pour apprendre des nouvelles et des ragots sur la famille. Cette femme en savait plus sur les familles de mon père et de ma mère que ce qu'ils savaient eux-mêmes. Elle a aussi trouvé une cible préférée, la mère de ma mère. Elle l'appelait et discutait avec elle. Une fois, elle lui a fait une blague similaire en lui disant qu'elle voulait venir faire un tour. Quand ma grand-mère a regardé par la fenêtre, elle affirme qu'il y avait une voiture garée dehors. Je ne sais pas si je dois le croire, mais nous parlons d'une femme qui a accès à des personnes dans 4 ou 5 pays différents et il semble que personne ne sache vraiment où elle se trouve. Cette histoire n'est vraiment pas très chronologique maintenant que j'y pense, alors voici quelques événements encore plus étranges. Mes parents ont un jour fait un voyage en Iran pour rendre visite à la famille. Ils voulaient que ce soit une surprise, alors ils n'ont rien dit à personne à l'avance. Ils allaient louer une chambre d'hôtel, puis apparaître à l'improviste chez quelques proches. Sauf qu'à leur arrivée à l'aéroport, mon oncle était là pour les accueillir. Lorsqu'ils lui ont demandé comment il savait, il a répondu qu'il avait reçu un appel, lui annonçant leur arrivée.
Chaque maison où ils se sont rendus pendant ce voyage a reçu un appel téléphonique pendant qu'ils y étaient. Plus récemment, un autre oncle, est décédé. Ce fut soudain, et ma mère et ses frères et sœurs ont décidé qu'il valait mieux ne pas en informer ma grand-mère, qui vivait avec nous à ce moment-là. La nouvelle ne s'est pas répandue immédiatement. Le colocataire de mon oncle a appelé ma tante, dont le mari est allé voir mon père, qui l'a dit à ma mère. Eh bien, nous avons reçu cet appel téléphonique habituel, sauf que cette fois, la femme ne voulait pas parler à ma mère, mais à ma grand-mère. Quand ma mère lui a demandé pourquoi, la femme a répondu qu'elle voulait lui parler de son fils décédé. Il y a aussi eu une période où nous recevions une série d'appels qui n'étaient que du bruit blanc, avec un peu de musique en fond, ou même des voix, comme si quelqu'un avait composé le numéro et laissé le téléphone sur une table. Cette femme affirme que ces appels ne venaient pas d'elle, donc soit 2 personnes nous appelaient sans arrêt, soit quelqu'un mentait. En me rendant compte que cette histoire perd rapidement son fil, je vais essayer de fournir quelque chose qui ressemble à une conclusion. Nous en avions tous assez, et un jour, ils ont décidé qu'il fallait faire quelque chose, alors ils sont allés voir la police. Cette femme appelait toujours depuis des numéros masqués, et la seule fois où son numéro n'était pas masqué, elle utilisait une carte téléphonique. La police a fait quelques recherches et a dit qu'il était impossible de savoir d'où elle appelait et que nous devrions engager un détective privé, ce que nous n'avions pas l'intention de faire. Mais depuis, les appels ont diminué. Je m'assure maintenant de filtrer tous les appels et nous recevons souvent des appels de gens qui ne laissent pas de message, mais il est difficile de dire si c'est elle ou simplement des personnes qui ne veulent pas en laisser. Je suppose que nous saurons à quel point elle est douée en fonction de l'augmentation des appels après la publication de cette histoire. Après tout, si elle a pu trouver mon nouveau numéro de portable, trouver mon compte Reddit à peine utilisé serait sans doute un jeu d'enfant. Ce que je m'apprête à raconter s'est passé il y a quelques mois. Je pense que c'était en février, quand mon copain et moi avons décidé d'essayer une relation ouverte pendant un moment, pour plusieurs raisons. Nous vivons séparément, dans l'une des grandes villes du nord de l'Amérique centrale, et il y a une population assez importante d'étudiants universitaires comme moi, ce qui permet à la communauté gay de rester dynamique. Donc, je m'en sortais plutôt bien. Un soir, je m'ennuyais et, en parcourant Grindr à la recherche d'une rencontre facile, j'ai reçu un message d'un gars dont la géolocalisation indiquait qu'il était à moins de 240 mètres de moi. Il n'avait pas l'air mal, et, pour être honnête, j'étais un peu désespéré, alors j'ai accepté d'aller chez lui. Il vit littéralement au bout de la rue, je peux voir son immeuble depuis ma fenêtre. J'y suis allé, et il m'a laissé monter à son appartement. Nous avons discuté un peu. J'ai mentionné où j'habitais. J'ai même montré ma fenêtre depuis une des fenêtres dans les escaliers. Dès le début, j'ai trouvé quelque chose d'étrange chez lui. Pas forcément de mauvais, juste différent. Il avait un drôle de tic dans les mains quand il tenait la rampe, et ses yeux paraissaient vides quand il souriait. Je ne suis pas assez cliché pour dire que j'ai senti qu'il était maléfique, ou quoi que ce soit de ce genre, mais ça ne m'a pas exactement surpris quand, en arrivant à son appartement, la première chose qu'il a faite a été de dire à son chat, qui était très mignon et amical, de rester en bas, et la deuxième chose qu'il a faite a été d'aller dans la cuisine, de prendre une seringue et de se droguer. La porte n'était même pas fermée à ce moment-là. Je suis resté là à regarder, et il s'est retourné, a posé la seringue sur le comptoir et m'a dit « Hé mec, j'aurais dû te demander si ça te dérangeait. Je ne suis pas un bon garçon chrétien. J'ai déjà visité une église en voyage sous LSD et j'ai eu des relations sur une tombe quand j'étais au lycée, mais j'ai mes limites. » Alors j'ai secoué la tête, mis mon chapeau et je suis parti. Le gars a couru et a posé une main sur mon épaule. « Hé, désolé, tu n'as pas besoin de partir. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit d'intime. Tu veux regarder Transformers 3 avec moi ou quelque chose comme ça ?»« Non, » ai-je répondu sèchement, m'éloignant rapidement dans les escaliers. J'ai remonté mon écharpe pour me protéger du froid de début février et j'ai accéléré le pas pour rentrer chez moi. Il m'a suivi dans les escaliers, pieds nus, en pantalon de pyjama et t-shirt, jusqu'à ce que je sois dehors, dans le vent glacial. Je me suis brièvement retourné et il était toujours là, debout à la porte, simplement à me regarder. Je n'ai ressenti aucun pressentiment de malheur, ni quelque chose de particulier. J'ai grandi dans le Missouri, et les toxicomanes ne m'impressionnent presque plus. Alors je suis simplement rentré chez moi, et je me suis couché. Vous l'avez peut-être deviné, mais je n'avais jamais vu ce type dans le quartier auparavant.
La vérité, c'est que je ne connais pas la majorité de mes voisins, car mon quartier est un mélange étrange de banlieues de classe moyenne, de logements universitaires et de logements sociaux, comme l'immeuble où vit mon amant, tout cela sur une seule rue. Donc, ce n'était pas si étrange quand j'ai commencé à le voir plus souvent. Je sortais pour aller travailler l'après-midi et il était sur l'autre avenue, en face de mon immeuble, simplement en train de se promener, où il traversait le parking de mon immeuble, comme tous les gars du quartier. Je l'ai même vu 1 ou 2 fois au centre commercial du campus. Mon immeuble est juste à côté du campus, mais il changeait toujours de direction pour m'éviter. 1 ou 2 fois, je l'ai remarqué dans le supermarché où je travaille comme barista. Mais c'est le seul dans un périmètre accessible à pied, et il avait mentionné qu'il n'avait pas de voiture. Cela a continué tout le mois de février. Finalement, j'ai commencé à me rendre compte qu'il marchait toujours de l'autre côté de la rue par rapport à mon immeuble quand je partais pour le travail à la même heure, et qu'il n'était dans le magasin que lorsque j'y travaillais. Il ne s'approchait jamais du comptoir à café où je travaille, mais il me fixait droit dans les yeux. Un jour, je l'ai vu entrer, me regarder, faire semblant de faire des courses, puis partir sans rien acheter. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, mais il n'avait encore rien fait qui me fasse me sentir vraiment en danger. Un jour, à la fin février, je travaillais sur un shift tôt le matin, et quand je suis rentré, j'étais un peu en manque de sommeil et à moitié fou de fatigue. Je suis arrivé chez moi environ 20 minutes avant l'heure à laquelle je sors normalement pour le travail. À l'angle du trottoir, en face de moi, il était là, regardant sa montre encore et encore, tout en fixant mon immeuble. J'ai fait un rapide raisonnement et suivi son regard jusqu'à ma fenêtre du salon. Il m'a vu et m'a regardé directement dans les yeux. Il y a eu un bref moment de tension pendant que nous nous fixions. Comme je l'ai déjà dit, ce type ne dégageait pas de vibration, de malveillance ou de noirceur. J'ai déjà rencontré des gens qui le faisaient. Non, ce que j'ai vu dans ses yeux, sur son visage, était quelque chose de beaucoup plus humain, et pourtant bien plus terrifiant. Désespoir, solitude, douleur et colère. Il a accéléré le pas derrière moi, mais je suis grand, j'ai de longues jambes, j'ai fait du sprint autrefois, et lui était un petit type d'environ 1,65 m, drogué et en sandales sur la glace. J'ai atteint la première porte de mon immeuble. Je suis passé par la seconde et j'ai verrouillé les portes derrière moi. Il a traversé le premier ensemble de portes, qui n'étaient pas verrouillées, a essayé d'ouvrir la deuxième, a appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte pour les personnes handicapées, puis a finalement abandonné. Vous l'avez peut-être deviné, mais je n'avais jamais vu ce type dans le quartier auparavant. La vérité, c'est que je ne connais pas la majorité de mes voisins, car mon quartier est un mélange étrange de banlieues de classe moyenne, de logements universitaires et de logements sociaux, comme l'immeuble où vit mon amant, tout cela sur une seule rue. Donc, ce n'était pas si étrange quand j'ai commencé à le voir plus souvent. Je sortais pour aller travailler l'après-midi, et il était sur l'autre avenue, en face de mon immeuble, simplement en train de se promener, où il traversait le parking de mon immeuble, comme tous les gars du quartier. Je l'ai même vu 1 ou 2 fois au centre commercial du campus. Mon immeuble est juste à côté du campus, mais il changeait toujours de direction pour m'éviter. 1 ou 2 fois, je l'ai remarqué dans le supermarché où je travaille comme barista. Mais c'est le seul dans un périmètre accessible à pied, et il avait mentionné qu'il n'avait pas de voiture. Cela a continué tout le mois de février. Finalement, j'ai commencé à me rendre compte qu'il marchait toujours de l'autre côté de la rue par rapport à mon immeuble quand je partais pour le travail à la même heure et qu'il n'était dans le magasin que lorsque j'y travaillais. Il ne s'approchait jamais du comptoir à café où je travaille, mais il me fixait droit dans les yeux. Un jour, je l'ai vu entrer, me regarder, faire semblant de faire des courses, puis partir sans rien acheter. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, mais il n'avait encore rien fait qui me fasse me sentir vraiment en danger. Un jour, à la fin février, je travaillais sur un shift tôt le matin, et quand je suis rentré, j'étais un peu en manque de sommeil et à moitié fou de fatigue. Je suis arrivé chez moi environ 20 minutes avant l'heure à laquelle je sors normalement pour le travail. À l'angle du trottoir, en face de moi, il était là, regardant sa montre encore et encore, tout en fixant mon immeuble. J'ai fait un rapide raisonnement et suivi son regard jusqu'à ma fenêtre du salon. Il m'a vu et m'a regardé directement dans les yeux. Il y a eu un bref moment de tension pendant que nous nous fixions. Comme je l'ai déjà dit, ce type ne dégageait pas de vibration, de malveillance ou de noirceur. J'ai déjà rencontré des gens qui le faisaient. Non, ce que j'ai vu dans ses yeux, sur son visage, était quelque chose de beaucoup plus humain, et pourtant bien plus terrifiant. Désespoir, solitude, douleur et colère. Il a accéléré le pas derrière moi, mais je suis grand, j'ai de longues jambes,
J'ai fait du sprint autrefois et lui était un petit type d'environ 1,65 m, drogué et en sandales sur la glace. J'ai atteint la première porte de mon immeuble, je suis passé par la seconde et j'ai verrouillé les portes derrière moi. Il a traversé le premier ensemble de portes, qui n'étaient pas verrouillées, a essayé d'ouvrir la deuxième, a appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte pour les personnes handicapées, puis a finalement abandonné. « Hé mec, désolé !» cria-t-il en posant sa main sur la vitre de la porte. « Tu penses qu'on pourrait parler ?» J'ai secoué la tête. « Absolument pas, laisse-moi tranquille. » Je me suis retourné et dirigé vers l'ascenseur. Quand je me suis retourné de nouveau, il était déjà parti, disparu dans la neige. Je ne l'ai pas revu pendant quelques semaines après ça, ce qui était plutôt agréable, car mon copain passe souvent devant son immeuble quand il reste chez moi et sort fumer. Une nuit, mon copain était chez moi. Il était sorti fumer avant qu'on aille dormir et m'a mentionné qu'il aimerait que je l'accompagne la prochaine fois. « Pourquoi ?» lui ai-je demandé en le serrant dans mes bras pendant qu'il frissonnait. « Il fait sombre et froid, et parfois je deviens parano là-bas dehors, » murmura-t-il contre ma poitrine. Il y a aussi un type bizarre qui traîne parfois à l'angle de la rue, en face, et qui reste juste là à regarder l'immeuble. Une fois, il m'a demandé une cigarette et je lui ai dit que je n'en avais pas alors que j'en avais une dans la main. Il a ri, m'a embrassé le menton, puis s'est endormi rapidement. Je suis resté éveillé, un peu agité. Quand j'ai été sûr que mon copain dormait profondément, soit après environ 5 minutes, je me suis levé et suis allé à la fenêtre. La nuit était froide et claire, je pouvais voir de l'autre côté de la rue, sous la lumière orange d'un lampadaire. Il était là. Je ne pouvais pas le distinguer nettement, mais quand il m'a vu, il m'a fait un signe de la main. Je lui ai fait un doigt d'honneur et j'ai fermé les stores. Je ne ressentais pas le besoin d'en parler à mon copain, car il irait probablement immédiatement à la police, ce que je déteste faire, ou essaierait de se défendre. Et même si je l'aime de tout mon cœur, je n'ai pas envie de voir une bagarre entre un harceleur drogué et mon copain qui est un accro à la nicotine et très mince. Alors je n'ai rien dit et ne lui ai toujours pas raconté, mais j'ai commencé à l'accompagner quand il sort fumer. Ce type traînait presque toujours dehors. Parfois, il nous suivait un moment avant de s'éclipser dans une rue transversale. D'autres fois, il nous observait à distance ou restait dans son appartement. Mon copain ne s'en rendait jamais compte. Je gardais mon calme, et il ne se passait rien. Une nuit, nous sommes sortis comme d'habitude pour que mon copain puisse fumer. Quand nous avons atteint le bout de la rue et fait demi-tour, le harceleur était derrière nous, à une dizaine de mètres. J'ai tourné la tête pour le regarder, et il était là. Il m'a fait signe de la main, et quelque chose en moi m'a dit qu'on devait rentrer tout de suite. « Chérie », j'ai dit doucement à mon copain, « rentrons. »« Oui, j'ai un peu froid », a-t-il simplement répondu. J'ai presque fini de toute façon. Nous avons fait demi-tour et sommes retournés vers l'immeuble. Sans me retourner, je savais que le harceleur nous suivait tout le long. Je gardais ma main entrelacée avec celle de mon copain, continuant à parler de choses et d'autres, notamment de combien je déteste les oies. De retour dans mon appartement, il s'est changé pour dormir pendant que je suis allé chercher un verre d'eau. Je n'avais jamais vécu en appartement auparavant, donc je ne savais pas si c'était normal ou non, mais cet immeuble a un téléphone fixe dans chaque unité, qui sonne lorsque quelqu'un veut qu'on lui ouvre la porte. Le nôtre ne sonne jamais, sauf quand Uber Eats arrive, alors mon copain a été surpris quand il a sonné tard cette nuit-là, alors qu'aucun de nous n'avait rien commandé. C'est sûrement quelqu'un qui fait une blague, j'ai dit en débranchant le téléphone et en le rangeant dans le placard de la cuisine. Il a accepté l'explication sans difficulté et nous sommes allés nous coucher. Après qu'il se soit profondément endormi, je me suis levé, habillé, pris quelques affaires et suis descendu, enfilant mon gros manteau d'hiver. Là, dans le parking, se trouvait mon admirateur, debout, qui me salua d'un signe de main en s'avançant avec un large sourire. « Hé mec, qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je direct. « Écoute, j'ai l'impression que ça s'est terminé de façon un peu gênante la dernière fois, et je voulais juste te parler. »« Alors tu m'as suivi partout ? Quoi ?» Il a commencé à paraître agacé, fronçant les sourcils. « Non mec, je ne t'ai pas suivi. Je voulais juste savoir quand je pourrais te parler, mais tu m'évites tout le temps. Maintenant, tu traînes avec ce type maigrichon et tu cherches à me le jeter à la figure, et ça ne me plaît pas. Écoute mec, a-t-il continué en souriant de nouveau, faisant un pas de plus. Tu veux qu'on aille en discuter chez moi ? Laisse ce type maigre et viens passer la nuit avec moi. Cette fois, je ne me droguerai pas ni rien. Il a fait un autre pas vers moi,
et j'ai aperçu dans sa main droite un morceau de métal qui brillait faiblement. En un instant, j'ai compris que c'était un couteau. Il m'a souri, et j'ai reculé d'un pas, en secouant la tête. Son sourire s'est transformé en une grimace profonde. « Je ne demande plus. Tu vas venir chez moi maintenant et terminer ce qu'on a commencé. » a-t-il grogné en dépliant le couteau et en me le pointant. Comme je l'ai dit avant, ce type mesure 1,65 m, il est mince. Moi, je fais 1,90 m, je pèse 90 kg et je fais de la musculation régulièrement. J'avais aussi un couteau de cuisine de 30 cm que j'ai sorti de ma poche en le lui pointant à la gorge. Il a regardé mon couteau, puis le sien, et a retrouvé son sourire. « Frérot, je plaisantais. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On peut parler ici, non ?»« Non. Va-t'en et laisse mon copain et moi tranquilles, » ai-je dit calmement. « Ou je vais te couper la face et la manger. »« Quoi ?» Ça avait l'air de lui avoir échappé, mais c'est là que j'ai ajouté. « J'ai passé 8 ans dans un centre pour mineurs pour avoir poignardé un gars au lycée. C'était faux, mais il a reculé en rangeant son couteau. J'ai fait un pas en avant, mon couteau levé, et il a reculé vivement, glissant presque sur la glace avant de se mettre à courir vers son immeuble, tandis que je le poursuivais avec mon couteau jusqu'à ce qu'il traverse la rue et que je m'arrête. J'ai rangé mon couteau dans ma poche, les regardé rentrer dans son immeuble, puis je suis tranquillement remonté dans ma chambre. J'ai dit à mon copain que j'étais simplement allé aux toilettes et nous nous sommes endormis paisiblement. C'est ici que je dirais normalement que je n'ai jamais revu ce type et que j'espère ne jamais le revoir. À toi, harceleur accro sans nom, qu'on ne se croise plus ou je te mangerai la face. Je vais m'abstenir de donner trop d'informations parce que ce harceleur me fiche sérieusement la trouille. Ce harceleur me terrorise plus que vous ne pouvez l'imaginer. Heureusement, il ne comprend pas l'anglais, donc ça ne changera probablement rien s'il entend parler de cette histoire. Il y a quelques années, j'ai déménagé pour suivre mon copain et faire un doctorat dans son pays. Je ne préciserai pas l'endroit, mais disons que c'est de l'autre côté de l'océan. Au début, j'étais très excité. C'était une merveilleuse aventure, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est difficile de décrire ce que je ressentais exactement. Je me sentais seule, incomprise, loin de ma famille et de mes amis, et bien que mon copain soit génial, je ressentais vraiment le poids de ne trouver aucune autre connexion humaine. Cela peut expliquer pourquoi j'ai agi de façon si étrange et déconnectée de la réalité dans l'histoire qui suit. Je suis aussi une femme très naïve, et j'aime voir le meilleur chez les autres. Cette attitude m'a causé des problèmes plus d'une fois, mais cette histoire est sans doute le pire exemple de ce que cette naïveté m'a coûté. Je vais être direct, mon copain et moi aimons le BDSM. Nous le pratiquons seulement tous les deux, et nous ne participons à aucun événement ni à des soirées. J'ai une inscription sur un site connu de BDMS, mais je l'utilise juste pour trouver de nouvelles idées pour nos séances. Parfois, mais rarement, je publie des photos sans montrer mon visage, sans tatouage, avec des perruques. Je reçois des messages de d'hommes intéressés de temps en temps, même si mon profil indique clairement que je ne suis pas disponible. Habituellement, ils envoient des messages copiés-collés, donc c'est facile de les ignorer. Parfois, toutefois, je reçois un message plus personnel, et je fais l'effort de répondre que je ne suis pas intéressé et que je suis en couple. C'est comme ça que ma conversation avec Nicolas a commencé. Il ne m'a pas approché avec un « veux-tu être ma soumise ?», mais plutôt par curiosité, en me demandant comment j'avais découvert le BDSM, en précisant qu'il était assez novice dans ce domaine et qu'il voulait en apprendre plus sur ce mode de vie. Alors, je lui ai volontiers expliqué. Nos échanges sont devenus des conversations plus poussées. Il m'a raconté qu'il était policier et qu'il enquêtait sur des cartels de drogue. Il m'a aussi dit qu'il était marié et avait des enfants. Curieusement, nous avions beaucoup de passe-temps en commun, beaucoup. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était des passe-temps assez spécifiques. Sentant la solitude et pensant pouvoir lui faire confiance puisqu'il avait une famille, j'ai accepté son invitation à discuter sur WhatsApp. Je tiens à être clair, mon copain était au courant de cette discussion dès le premier jour. Par ailleurs, Nicolas et moi parlions sur ce site depuis presque 3 mois avant de passer à WhatsApp. Nicolas était très amical et s'intéressait à ma vie quotidienne. Il m'envoyait des photos de ses enfants et des enquêtes sur lesquelles il travaillait. Cela a continué pendant 3 autres mois. Puis, un jour, il m'a dit qu'il devait interroger un suspect près de la ville où je vivais et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. J'ai accepté et nous nous sommes vus en personne pour la première fois.
Avant que qui que ce soit s'inquiète, mon copain était en randonnée avec des amis pour quelques semaines. Je lui avais envoyé un message, mais il n'avait pas de réseau. De plus, nous avons une relation de confiance. Il a beaucoup d'amis dans mon pays et je passe du temps avec des amis masculins. Pour nous, ce n'est pas inhabituel. Revenons à cette première rencontre. C'était comme si on se connaissait depuis des années. Dès le début, on s'est bien entendu et j'étais si heureuse d'avoir trouvé un ami aussi loin de chez moi. Il savait que j'aimais lire des thrillers et regarder des vidéos d'enquête criminelle, alors il m'a montré son équipement. Des menottes, des kits d'échantillonnage pour petites enquêtes, d'autres dispositifs de retenue, etc. À ce moment-là, ça ne m'a pas paru étrange. Mais après coup, j'ai réalisé que c'était peut-être une façon de me montrer ce dont il était capable. Pourtant, au fil de la soirée, après quelques verres dans un bar proche, il m'a poussé contre le mur et m'a embrassé. J'étais choqué et à peine capable de le repousser. Je lui ai dit que c'était inapproprié, qu'il était marié et que j'étais en couple. Il s'est excusé, visiblement embarrassé, en disant qu'il pensait qu'il y avait quelque chose entre nous. Je lui ai répondu quelque chose comme « Oui, ça s'appelle de l'amitié ». J'étais déçu en partant. Quelques jours plus tard, après s'être excusé encore et encore, il m'a appelé pour qu'on se revoie. Il voulait m'emmener faire un tour dans sa ville natale. Il disait que c'était un bel endroit et qu'il voulait que je profite du paysage dans ce pays que je connaissais à peine. J'ai accepté. C'était sa ville, il y travaillait, il y vivait avec sa femme et ses enfants. Je serais forcément en sécurité. Mais pour résumer, ça n'a pas été le cas. Il m'a de nouveau embrassé, et cette fois, il a essayé d'aller plus loin, en plein milieu d'un parc où il emmenait ses enfants jouer le week-end. C'est là que je lui ai dit de me ramener à la gare routière pour que je puisse rentrer. Il l'a fait sans résistance, puis il a commencé à me raconter une histoire sur la façon dont il avait récemment fait sortir un dealer de sa cachette en modifiant des messages que la copine de ce dernier lui envoyait. En gros, il l'avait convaincu qu'elle le trompait, pour qu'il aille la confronter, et il l'avait ensuite arrêtée. Je ne sais pas si c'est vrai ou même possible, mais vu ce qui venait de se passer, tout ce que j'ai entendu c'était « Je peux faire croire à ton copain que tu le trompes ». À ce moment-là, mon copain était encore en randonnée. On parlait tous les quelques jours, et dès qu'il a eu du réseau, je lui ai tout raconté. Entre-temps, j'ai confronté Nicolas au sujet de son comportement étrange. Il est passé de « désolé, je crois que je suis amoureux de toi » à « si tu vas voir la police, tu penses vraiment qu'on croira une immigrée plutôt que son collègue ?» J'étais terrifié et j'ai essayé de prendre mes distances avec lui. J'avais l'impression qu'il pouvait perdre son sang-froid à tout moment. Visiblement, il n'était pas habitué à ce qu'on le repousse. À ce stade, j'ai pensé qu'il serait plus sûr pour moi et pour mon copain de garder le contact avec lui, bien que de manière plus froide et distante. Mais après avoir compris à quel point il était obsédé, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes où je savais qu'il avait un compte. Cependant, d'une façon ou d'une autre, il m'a retrouvé. Il m'a envoyé mon adresse en me demandant si j'aimais vivre dans ce quartier de la ville. Je ne lui avais jamais donné mon adresse. Je suppose qu'il a pu faire quelques recherches au poste de police pour obtenir mes informations. Il est même venu me voir à mon travail. J'étais tellement terrifié que j'ai fait semblant que tout allait bien. Je lui ai dit que mon copain voulait que je coupe tout contact avec lui, parce qu'il était furieux de ce qui s'était passé. Ce qui était vrai, mais je voulais surtout l'éloigner de ma vie. Je ne savais pas comment il réagirait si je lui disais quelque chose de plus direct. Mais Nicolas a insisté, disant qu'il m'aimait, que je pouvais devenir sa maîtresse, que mon copain n'avait pas besoin de le savoir. Il était obsédé par moi et ne voulait plus le cacher. Il me disait comment il voulait m'emmener dans son lit, que nous serions un couple parfait, que nous aurions des enfants. Il passait en quelques secondes du mari idéal au prédateur en série. Je l'ai repoussé encore et encore, le bloquant, changeant mes comptes. J'ai commencé à paniquer quand je recevais des appels de numéros inconnus. J'étais terrifié dès que je voyais une moto ralentir près de mon appartement. J'avais peur de sortir et même d'aller travailler. Quand le confinement est arrivé, j'en ai ressenti un certain soulagement. Je n'ai plus entendu parler de Nicolas pendant des mois. C'est alors que j'ai cassé mon téléphone. Je savais que je pouvais transférer tous mes contacts vers un autre appareil, mais je ne savais pas que cela débloquerait des numéros bloqués. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de lui. Il m'a dit qu'il avait divorcé de sa femme, qu'il m'aimait toujours et voulait être avec moi. Il s'excusait de m'avoir fait sentir comme une simple amante et disait que je valais bien plus. Il m'a dit que mon copain ne m'aimait pas, que je méritais mieux et qu'il m'attendait. Quand il a vu que j'avais lu son message, il a écrit « Enfin, je pensais que tu ne me débloquerais jamais.
Est-ce que cela signifie qu'il avait envoyé ce message encore et encore, dans l'espoir que je finisse par le lire? Cet homme narcissique a utilisé toutes les techniques de manipulation qu'il connaissait. Il m'avait raconté, avant qu'on se rencontre en personne, comment il avait appris à jouer avec les criminels, à leur faire dire la vérité et avouer leurs crimes. Heureusement, j'avais déjà fréquenté des hommes manipulateurs et je connaissais les signes. En gros, il n'était pas habitué à ne pas obtenir ce qu'il voulait. Il était séduisant, avait de l'argent, un métier intéressant, et il en était parfaitement conscient. Je l'ai bloqué de nouveau, et nous avons déménagé quelques mois plus tard. J'espère juste qu'il ne découvrira pas cette information. Je pense que le dernier essai de Nicolas a été de tenter de pirater mon compte Instagram, car j'ai reçu une notification qu'une personne de sa ville natale avait essayé de s'y connecter. Maintenant, cela fait un bon moment que je n'ai plus de nouvelles de Nicolas, et encore plus longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais une part de moi se demande encore, chaque fois que je ressens un frisson soudain le long de mon dos, s'il est là quelque part, plus proche que je ne le pense, à m'observer tandis que je continue ma vie. J'espère que ce n'est pas le cas, mais cela ne me surprendrait pas si ça l'était. J'adorais la bibliothèque de notre campus à Boston. C'était mon refuge quand j'avais besoin d'échapper au chaos de la vie universitaire et de me concentrer sérieusement sur mes études. La bibliothèque offrait un havre de paix loin du bruit des activités étudiantes et du brouhaha constant de la vie citadine. J'y passais des heures, surtout pendant les examens de fin de semestre, en essayant de rester à jour avec mes travaux et mes recherches. La routine familière était rassurante. Trouver un coin tranquille, installer mes livres et mon ordinateur portable, puis me plonger dans mes études. Au début, tout semblait normal. La bibliothèque était toujours remplie d'étudiants penchés sur leur portable, prenant des notes et tapant frénétiquement. J'étais juste un visage parmi d'autres. Mais au fil du semestre, j'ai commencé à remarquer sa présence. Il était toujours là, juste un autre étudiant qui semblait passer de longues heures comme nous tous. Au début, je n'y prêtais pas attention. Tout le monde était un peu stressé en période d'examens finaux. Mais il est vite devenu clair qu'il choisissait toujours un siège d'où il pouvait me voir. Chaque fois que je levais les yeux, je le trouvais en train de me regarder par-dessus son livre, assis là avec un sourire amical qui ne semblait jamais disparaître. La première fois où j'ai vraiment pris conscience de lui, c'était lors d'une session d'études nocturnes. J'étais dans la bibliothèque depuis des heures, plongé dans mes recherches de thèse. En m'étirant et en frottant mes yeux fatigués, je l'ai remarqué assis à une table en diagonale de la mienne. Nos regards se sont brièvement croisés et il m'a fait un léger signe de tête avant de se replonger dans son portable. Au début, cela m'a semblé anodin, juste un autre étudiant reconnaissant ma présence. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué qu'il était toujours là, peu importe l'heure à laquelle j'arrivais ou l'endroit où je choisissais de m'asseoir. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que ce n'était que de la paranoïa causée par trop de café et pas assez de sommeil. Après tout le monde est un peu tendu pendant les examens finaux. Mais les choses ont commencé à devenir étranges. Un jour, je suis entré dans la bibliothèque et j'ai trouvé mon stylo préféré, celui que j'avais perdu des semaines auparavant, posé au centre de ma table habituelle. À côté, il y avait un mot disant qu'il l'avait retrouvé pour moi. Une sensation de malaise s'est emparée de moi. Comment savait-il que c'était mon stylo? Cela me semblait trop personnel, trop intentionnel. Ce stylo était un cadeau de ma grand-mère, et le voir réapparaître soudainement n'était pas une simple coïncidence. J'ai décidé de changer ma routine. J'ai commencé à étudier à des horaires différents et à m'asseoir dans des endroits aléatoires de la bibliothèque, dans l'espoir de l'éviter. Mais peu importait où je me plaçais, il semblait toujours me retrouver, traînant juste à la limite de mon champ de vision. À un certain point, je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit, toujours en train de me demander quand il allait réapparaître. Même en dehors de la bibliothèque, je le voyais sur le campus, toujours avec ce même sourire. C'était comme s'il était partout, toujours en train de m'observer. Je l'apercevais dans la cafétéria, de l'autre côté du campus, même à la salle de sport. Sa présence devenait envahissante et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Le tournant est survenu tard un soir, alors que la bibliothèque était presque vide. J'étais resté tard, espérant finir un travail. Je suis sorti un moment pour aller aux toilettes et, en revenant, j'ai trouvé mon ordinateur portable ouvert. Je savais que je l'avais fermé avant de partir.
Sur l'écran, il y avait un document détaillant mon emploi du temps quotidien et une note troublante sur le fait que nous étions destinés à être ensemble. Mon cœur s'est emballé et la panique m'a envahi. J'ai ramassé mes affaires et je suis parti en courant, sans m'arrêter avant d'atteindre ma chambre. Je ne savais pas quoi faire. J'ai envisagé de m'adresser à la sécurité du campus, mais quelles preuves avais-je? Techniquement, ils n'avaient rien fait de mal, mais toute la situation était étrange. J'ai passé la nuit à me tourner et retourner dans mon lit, incapable de chasser la sensation d'être observé. Le lendemain matin, j'étais épuisé, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans la peur. Je devais faire face à la situation, même si cela signifiait le confronter directement. Le jour suivant, je suis retourné à la bibliothèque, essayant d'agir normalement. Je me suis installé à ma table habituelle et j'ai fait semblant d'étudier, mais il n'est pas apparu pendant des heures. Juste au moment où je commençais à me demander si j'avais tout imaginé, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu m'indiquant de regarder sous ma chaise. J'ai tendu la main et mes doigts ont touché quelque chose de solide. La panique s'est emparée de moi. J'ai sorti un carnet relié en cuir. C'était le sien. À l'intérieur, il y avait des pages remplies de notes sur moi, y compris une photo de moi en train de dormir dans mon propre lit. À la fin de la dernière page, il y avait une note disant que nous serions ensemble pour toujours. C'est alors que j'ai compris que je ne pouvais plus gérer cela seul. Je suis allé directement voir la police du campus pour tout signaler. Ils ont pris le carnet comme preuve et ont promis d'enquêter. Assis dans ce petit bureau, racontant chaque rencontre étrange, je ressentais à la fois un soulagement et une peur immense. Du soulagement, car je faisais enfin quelque chose pour y mettre fin, mais aussi de la peur, peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Cela s'est passé il y a 2 ans. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai déménagé dans une nouvelle ville, mais je suis toujours nerveux lorsque je reçois des appels provenant de numéros inconnus. Avec mon travail actuel en télétravail, je préfère travailler de chez moi ou dans des cafés animés où je me sens plus en sécurité, plutôt que dans la bibliothèque du quartier. La police n'a jamais trouvé suffisamment de preuves pour l'inculper, et la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait aussi quitté l'université. J'espère seulement qu'il n'a pas trouvé une nouvelle victime à harceler. Échanger la vie agitée de la ville pour un village côtier semblait être un rêve. L'idée de remplacer les klaxons et les fumées d'échappement par le bruit des vagues et l'air frais de l'océan était irrésistible. Je me suis installé à Santa Cruz, un village connu pour sa promenade animée et son ambiance détendue. La transition m'a donné l'impression de pénétrer dans un autre monde, promettant calme et un rythme de vie plus apaisant. Au début, tout était parfait. Je profitais de mes matinées sur la plage et de mes soirées tranquilles chez moi. Le bruit de l'océan était censé être apaisant, mais j'ai vite compris que même le paradis a son côté obscur. Après environ 1 mois à Santa Cruz, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Ça a commencé par de petites perturbations. Je rentrais chez moi et trouvais une fenêtre ouverte alors que j'étais certaine de l'avoir fermée, ou je passais 1 heure à balayer du sable dans la maison pour en retrouver encore plus le lendemain. Au début, j'ai blâmé la proximité de la plage. Le sable se glisse partout, me suis-je dit. Ça fait partie du charme, rien d'alarmant. Puis, d'autres choses se sont produites. Parfois, la maison sentait légèrement les algues, même quand je n'avais pas mis les pieds sur la plage depuis des jours. Mes affaires ne semblaient jamais être là où je les avais laissées, toujours légèrement déplacées ou décalées. J'ai essayé de rationaliser. Nouvelle maison, nouvelles habitudes. J'étais sans doute un peu distraite. Mais un sentiment étrange persistait, celui de ne pas être seul. Une nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit au rez-de-chaussée. Ce n'est probablement que le vent, me suis-je dit. Mais alors que je restais allongé dans le noir, je l'ai de nouveau entendu, un son doux, comme si quelqu'un essayait de se déplacer en silence, mais trébuchait sur des objets. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et j'ai descendu les escaliers en silence. Arrivé à la dernière marche, j'ai remarqué des empreintes de pas mouillés qui allèrent de la porte d'entrée aux escaliers. Mon cœur battait la chamade. Y avait-il quelqu'un dans ma maison? Je n'ai pas pris le temps de le vérifier. J'ai enfilé une veste et suis sorti en courant, me dirigeant directement vers le restaurant ouvert 24 heures sur 24 au coin de la rue. La serveuse m'a regardé avec de grands yeux inquiets et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, la voix tremblante et hésitante. Elle m'a écouté en hochant la tête, pensive.
Elle a mentionné que ces vieilles maisons en bord de mer avaient souvent leurs particularités. L'air salé peut faire gonfler et coincer les portes, et les vents marins font parfois grincer les fenêtres et les planchers, produisant des bruits inquiétants la nuit. Elle m'a aussi expliqué que certains locaux n'étaient pas toujours très accueillants envers les nouveaux arrivants. Il n'était pas rare que des résidents fassent des farces ou empruntent des raccourcis en passant par des cours privés, surtout après la tombée de la nuit. Même si c'était généralement inoffensif, cela pouvait être troublant pour quelqu'un qui n'y était pas habitué. Elle m'a suggéré de parler avec mes voisins pour voir s'ils avaient remarqué quelque chose de similaire et m'a assuré qu'il était important de signaler toute inquiétude si quelque chose me paraissait vraiment étrange. Concernant les empreintes et les bruits, elle a mentionné qu'il n'était pas rare que certaines personnes profitent des maisons inoccupées, surtout avec le changement de saison. Comme la ville attirait beaucoup de touristes, il y avait souvent des résidences secondaires vacantes pendant des semaines, devenant des refuges tentants pour ceux qui cherchaient un abri temporaire. Elle m'a recommandé de rester attentive aux signes d'effraction ou d'activités inhabituelles dans le voisinage. Ces explications étaient sensées et je voulais la croire, mais cela ne m'a pas vraiment rassuré. Quand le soleil s'est levé, je suis rentré chez moi en pensant à ce qu'elle avait dit. La maison semblait paisible à la lumière du jour, mais je la voyais désormais sous un autre angle, ancienne, avec des cachettes potentielles et des points d'accès que je n'avais pas envisagés auparavant. Pendant les jours suivants, je suis resté en alerte. J'ai vérifié toutes les fenêtres et les portes, trouvant quelques fermetures défaillantes que j'ai réparées, mais cela n'a pas dissipé mon malaise. Je savais qu'il pouvait y avoir d'autres façons d'entrer dont je n'avais pas encore conscience. J'ai tenté de parler à la police locale, mais ils n'ont pas semblé très inquiets. Ils m'ont conseillé de noter toute activité suspecte et d'appeler immédiatement si je me sentais menacé. Je me sentais un peu ignoré, mais je savais qu'ils faisaient simplement leur travail avec les informations dont ils disposaient. Les semaines ont passé sans incident, mais de petites choses continuaient à m'inquiéter. Des objets semblaient bouger légèrement, et je commençais à douter de ma propre mémoire. Est-ce que j'imaginais tout cela, ou quelqu'un entrait-il vraiment chez moi en mon absence ? J'ai décidé d'installer des caméras de sécurité autour de la maison. J'avais besoin de preuves de ce qui se passait, et espérais que les caméras captureraient tout visiteur indésirable en flagrant délit. Puis, un après-midi, en rentrant de la plage, j'ai vu quelqu'un debout devant chez moi, simplement en train de la regarder. En me voyant, il s'est éloigné rapidement, disparaissant au coin de la rue. Je me suis dépêché d'entrer et j'ai verrouillé la porte, mon esprit inondé de possibilités angoissantes. Aux environs de 3 heures du matin cette nuit-là, j'ai entendu le son distinct de quelqu'un essayant d'ouvrir une fenêtre. Je me suis figé, essayant de rester silencieuse, sans savoir quoi faire. Devais-je appeler la police ou confronter l'intrus ? Tandis que j'hésitais, j'ai entendu des pas au rez-de-chaussée, lents et délibérés, comme si quelqu'un prenait son temps pour observer les lieux. J'ai saisi mon téléphone et me suis enfermé dans la salle de bain, composant le 911 avec des doigts tremblants. En chuchotant ma localisation à l'opératrice, j'ai entendu les marches de l'escalier craquer. Les pas se rapprochaient, chacun augmentant mon angoisse. La police est arrivée en quelques minutes avec gyrophares et sirènes. Quand j'ai déverrouillé la porte de la salle de bain, ils fouillaient déjà la maison. Ils ont trouvé des traces d'effraction, mais pas d'intrus. La personne, qui qu'elle soit, avait réussi à partir sans laisser de traces avant l'arrivée des secours. Après avoir vérifié les images des caméras de sécurité, les officiers ont confirmé que quelqu'un était bien entré chez moi. Ils ont pris une copie de l'enregistrement pour l'analyser à la station et m'ont promis de me tenir informé de toute découverte. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel du commissariat. Ils avaient analysé la vidéo plus en profondeur et identifié l'intrus. L'officier m'a expliqué que, bien que la première révision montrait quelqu'un entrant, la qualité de l'image n'était pas suffisamment nette pour permettre une identification. Mais après une inspection plus poussée, ils ont amélioré l'image assez pour que le logiciel de reconnaissance faciale trouve une correspondance. À ma grande surprise, il s'agissait de mon ex de la ville. Je m'étais installé à Santa Cruz pour m'éloigner de lui, jamais je n'aurais imaginé qu'il me suivrait. Il logeait dans un Airbnb tout près, se fondant dans la foule de touristes, et depuis des semaines, il m'observait, apprenant mes habitudes et guettant le moment propice pour entrer. La police l'a arrêté, mais le mal était déjà fait. La tranquillité que je pensais trouver à Santa Cruz était brisée. J'étais venu ici pour chercher la paix et un nouveau départ, mais maintenant je sentais que cette paix tant désirée n'était qu'une illusion. Désormais, je suis beaucoup plus prudente.
Je vérifie les verrous plusieurs fois et je laisse une lumière allumée la nuit. Malgré ce qui est arrivé, je refuse de laisser la peur me pousser à abandonner Santa Cruz. Je suis déterminé à rester et à faire de cet endroit le refuge paisible que j'avais imaginé en arrivant. Au début, mon nouveau travail semblait être un rêve devenu réalité. J'avais décroché un poste convoité dans une entreprise de technologie à Seattle et la vue depuis mon bureau, situé dans un gratte-ciel, était spectaculaire. Je ne nommerai pas l'entreprise, mais je suis sûr que tout le monde la connaît. Lors des journées ensoleillées, je pouvais voir la Space Needle et l'effervescence de la ville en contrebas. Mais, au bout de 3 mois, l'excitation avait laissé place à une inquiétude constante. Je passais plus de temps à surveiller mes arrières qu'à profiter du paysage. Tout a commencé par de petits incidents apparemment anodins. En arrivant au bureau, je trouvais des objets déplacés sur mon bureau, et mon ordinateur était allumé alors que j'étais sûr de l'avoir éteint. Au début, j'ai mis cela sur le compte du personnel de nettoyage ou de ma propre distraction. Puis, les emails ont commencé. Ils venaient tous d'une adresse Gmail anonyme. Le premier semblait inoffensif, mentionnant le latte que j'avais bu ce matin-là. Je l'ai ignoré en pensant que c'était du spam, mais les messages ont continué, devenant de plus en plus personnels. Ils savaient ce que je portais, avec qui j'avais déjeuné, et même ce que j'avais dit lors de conversations téléphoniques que je pensais privées. En y repensant, j'aurais dû le signaler plus tôt, mais j'hésitais. Qui veut être la nouvelle employée qui alerte tout le monde pour quelques emails étranges ? Ce n'est que lorsque j'ai remarqué que quelqu'un avait accédé à mon compte email personnel depuis mon ordinateur de travail que j'ai enfin décidé de parler. J'en ai parlé à mon patron, lui expliquant toute la situation. Il m'a assuré qu'il contacterait le département informatique pour renforcer la sécurité. Ce week-end-là, j'ai reçu un autre email, cette fois m'accusant de ne pas être un bon membre de l'équipe parce que j'avais parlé à mon patron. Comment savait-il que j'en avais parlé ? La semaine suivante, je ne pouvais m'empêcher de me demander si quelqu'un m'observait. Chaque fois que quelqu'un me regardait, je me demandais s'il était derrière tout ça. J'ai commencé à varier mes habitudes quotidiennes, mais les emails continuèrent d'arriver. L'un d'eux me conseillait de prendre un jour de repos, mentionnant que j'avais l'air stressé. J'ai suivi le conseil et me suis signalé malade le lendemain. Assise dans mon appartement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je devais découvrir qui se cachait derrière tout cela. C'est alors que je me suis souvenu que le responsable informatique avait installé un logiciel d'accès à distance sur mon ordinateur dès ma première semaine. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Est-ce que cela pouvait être le moyen par lequel quelqu'un m'espionnait ? Je n'y connaissais pas grand-chose en informatique pour le vérifier moi-même, mais je savais que j'avais besoin d'aide. J'ai envisagé de contacter un expert en cybersécurité ou même un détective privé, mais je craignais qu'impliquer un étranger n'aggrave la situation si le harceleur s'en rendait compte. Je me sentais piégée, incertaine de ce que je devais faire ensuite. Cet après-midi-là, j'ai tenté de trouver des ressources sur la cybersécurité et la manière de me protéger contre des menaces numériques. La plupart des conseils étaient bien trop techniques pour moi, ce qui n'a fait qu'augmenter ma frustration. Le lendemain au bureau, j'ai prêté plus d'attention à mon environnement. J'ai remarqué que le responsable informatique faisait ses rondes, s'attardant au bureau plus longtemps que d'habitude. Lorsqu'il est arrivé près de mon espace de travail, il est resté dans les parages, me lançant souvent des regards. Un autre email est arrivé, mentionnant des détails d'un appel que j'avais passé la veille au soir sur mon téléphone de travail. Je l'avais emporté chez moi, pensant qu'il serait en sécurité. J'ai alors compris que le harceleur pouvait accéder à bien plus qu'à ce que je disais au bureau. Il écoutait des conversations que je croyais privées. Plus tard, le responsable informatique s'est approché de mon bureau et a directement accédé à mon ordinateur, prétextant une mise à jour de sécurité. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais le voir manipuler mon poste m'a mise mal à l'aise. Je suis resté tard sous prétexte de rattraper du travail. Une fois seul, j'ai essayé de trouver des indices montrant qui accédait à mon ordinateur, mais après avoir cliqué dans des menus et réglages que je ne comprenais pas, j'ai réalisé que je dépassais mes compétences. En partant, j'ai remarqué que l'ordinateur du responsable informatique était encore allumé. À l'écran, il y avait quelque chose qui a attiré mon attention. Une liste de noms d'employés, y compris le mien. À côté de chaque nom, il y avait des notes sur des détails personnels qui n'avaient rien à voir avec le travail. Je me suis approché pour mieux voir.
Il y avait des commentaires sur des conversations récentes que j'avais eues, comme mes projets pour le week-end ou le fait que j'avais signalé un jour de maladie. À côté du nom d'un collègue, j'ai vu une note concernant les activités scolaires de son enfant. Ces informations n'avaient rien de professionnel, c'étaient des choses trop personnelles, trop intimes. Cela ne concernait pas uniquement moi. Il était clair que le responsable informatique collectait des informations privées sur plusieurs employés. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Il avait accès à tout, nos emails, nos conversations, voire nos mouvements. Les emails anonymes que je recevais n'étaient probablement qu'un aspect d'une invasion de la vie privée bien plus vaste. Le lendemain matin, je me suis forcé à aller travailler. Me cacher chez moi ne résoudrait rien, et j'avais besoin de rassembler plus d'informations. Au bureau, j'ai observé attentivement les mouvements du responsable informatique. Sa routine semblait normale en apparence, mais j'ai remarqué qu'il accédait fréquemment aux ordinateurs des autres employés. Il avait toujours une excuse plausible prête. Pendant le déjeuner, j'ai entendu 2 collègues discuter de courriels étranges qu'ils avaient reçus. Cela confirmait mes soupçons. Ce n'était pas un cas isolé. J'ai passé l'après-midi à documenter tout ce que j'avais remarqué d'inhabituel. La liste a grandi plus que je ne l'aurais imaginé, mais tout restait circonstanciel. Il me fallait des preuves tangibles. En me préparant à partir, le responsable informatique est venu à mon bureau et m'a dit qu'il avait remarqué une activité suspecte sur mon ordinateur, en proposant de jeter un coup d'œil. J'ai prétexté une échéance à respecter et je suis parti rapidement. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à mes options. Je ne pouvais pas gérer cela seul, mais je ne savais pas à qui m'adresser. La police n'interviendrait pas sans preuves solides et engager un détective privé coûterait cher et pourrait l'alerter. Chez moi, j'ai vérifié 2 fois les verrous et tiré les rideaux. Juste avant de me coucher, mon téléphone de travail a émis un bip, un nouvel email. L'expéditeur savait que je posais des questions et m'avertissait de cesser de fouiller, sous peine de complications. C'en était trop. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. J'ai décidé de prendre un risque et de contacter une des collègues que j'avais entendu parler de courriels suspects. Il y a de la force dans le nombre, pensais-je. Le lendemain, je suis arrivé tôt au bureau et l'ai trouvé avant l'arrivée des autres. Un peu hésitante, je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Nous avons comparé nos notes et réalisé l'ampleur de ce qui se passait. Avant l'heure du déjeuner, nous avions discrètement parlé à 5 autres collègues, chacun ayant vécu des expériences similaires. Nous avons convenu de nous retrouver après le travail pour planifier nos prochaines étapes. Cette nuit-là, nous nous sommes réunis dans un café loin du bureau. Nous n'étions plus seuls face à ce problème. En partageant nos expériences, nous avons commencé à élaborer un plan, tout documenter, rassembler des preuves, puis présenter nos trouvailles ensemble à la direction. Ce ne serait pas facile, et cela pourrait échouer, mais cela valait la peine d'essayer. 1 semaine plus tard, nos efforts ont porté leurs fruits. Nous avons présenté nos preuves à la direction, qui, sous le choc, a pris des mesures immédiates. Le responsable informatique a été renvoyé sur le champ et poursuivi en justice. La direction a lancé un audit complet des protocoles de sécurité de l'entreprise, faisant appel à des auditeurs externes pour garantir la transparence et la responsabilité. Le soulagement parmi les employés était palpable, et peu à peu, l'atmosphère au bureau est redevenue normale. Faire du shopping à la Galleria à Houston était mon échappatoire préféré du week-end. J'étais attiré par l'énergie des acheteurs et l'attrait des boutiques de luxe, même si la plupart des articles dépassaient largement mon budget. Un samedi, en flânant dans le centre commercial, je suis entré dans la boutique LV, captivé par l'élégance qui m'entourait. Je me suis retrouvé à admirer un sac en particulier, dont l'étiquette de prix me rappelait que j'étais là uniquement pour regarder. Alors que je l'examinais, un homme est entré et a immédiatement attiré mon attention. Il était séduisant, impeccablement vêtu et dégageait une grande assurance. En s'approchant, il a commenté combien le sac m'irait parfaitement. Avant même que je puisse répondre, il m'a proposé de me l'acheter en échange de mon numéro de téléphone. J'ai hésité, surprise par cette offre inattendue. La vendeuse, anticipant une vente possible, m'a fait un signe encourageant, comme si elle m'incitait à dire oui. Ce fut la dernière fois que j'ai suivi les conseils d'une vendeuse. Malgré mes réserves, je me suis retrouvé à accepter. Une part de moi était flattée par l'attention, et je me suis persuadé que ce n'était qu'une rencontre sans conséquence. Après tout, qui refuserait un sac 55 € gratuit ? Notre premier rendez-vous semblait parfait. Il m'a emmené dans un restaurant chic, et nous avons parlé pendant des heures.
Il était charmant, attentif et semblait vraiment intéressé par ma vie. Je vivais une sorte de conte de fées, emporté par un homme qui paraissait trop beau pour être vrai. Mais au fil des semaines, son comportement est devenu de plus en plus inquiétant. Il a commencé à apparaître de manière imprévue, partout où j'allais. Une fois, alors que j'étais dans un café avec une amie, il est apparu de nulle part, prétendant que c'était une simple coïncidence. Il connaissait des détails sur mon emploi du temps que je ne lui avais jamais confiés. Plus il s'immisçait dans ma vie, plus je me sentais mal à l'aise. Le tournant est survenu lorsqu'il a évoqué une conversation que j'avais eue avec une amie et dont je savais ne lui avoir jamais parlé. C'était comme s'il écoutait mes conversations privées, ce qui m'a glacé le sang. J'ai essayé de prendre mes distances, espérant qu'il comprendrait le message, mais il a persisté. Des cadeaux ont commencé à arriver à ma porte, des fleurs, des bijoux et des vêtements de créateurs. Il est même apparu à mon lieu de travail sans prévenir, laissant mes collègues échanger des regards et des chuchotements. Ces attentions, bien qu'en apparence romantiques, me rendaient de plus en plus mal à l'aise. J'avais l'impression de vivre un film dont le genre avait basculé de la romance au thriller. Les cadeaux et l'attention étaient oppressants et j'ai su qu'il était temps d'y mettre un terme. Lorsque j'ai enfin rompu avec lui, son attitude a complètement changé. Les appels et les messages sont devenus incessants, souvent à des heures improbables de la nuit. Je voyais sa Mercedes garée dans ma rue à des heures inhabituelles, ses phares allumés pointant vers ma fenêtre comme un projecteur. La situation a pris une tournure plus grave le jour où je suis rentré chez moi pour découvrir que quelqu'un était entré dans mon appartement. Rien ne manquait, mais sur mon lit se trouvait une boîte cadeau contenant un autre sac de créateurs. Une note suggérait qu'il veillait toujours sur moi. La police m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose sans preuve concrète d'une menace. Je me sentais exposé et vulnérable, piégé dans une situation qui m'échappait totalement. Désespéré de retrouver un semblant de sécurité, j'ai commencé à tout documenter. Je prenais des photos, je conservais les messages et j'avais installé des caméras de sécurité autour de mon appartement. Ma vie était devenue un état d'alerte constant. Chaque bruit nocturne faisait battre mon cœur plus vite. Les cadeaux coûteux continuaient à arriver, livrés par messagerie. C'était comme s'il savait ce que je mettais en place et qu'il se moquait de moi, me défiant de le prendre sur le fait. J'ai limité mes sorties et varié mes trajets, espérant échapper à son regard scrutateur. Mes amis et ma famille m'incitaient à déménager ou à changer de numéro, mais j'étais déterminé à ne pas le laisser me terroriser ni m'éloigner de ma vie à Houston. Cathy, ma meilleure amie, a été mon soutien dans ces moments-là. Elle m'appelait tous les jours, me rappelant que je n'étais pas seul dans cette épreuve. Puis, un jour, tout s'est arrêté. Plus de coups de téléphone, plus de messages, plus de cadeaux, un silence complet. Ce calme soudain était déroutant, et je regardais constamment par-dessus mon épaule, m'attendant à un nouveau mouvement. Une partie de moi espérait qu'il avait enfin tourné la page, tandis qu'une autre craignait qu'il ne soit simplement en train de préparer quelque chose de plus sinistre. Ce sac est toujours dans mon placard, un rappel de mon erreur de jugement et de la terrible expérience qui a suivi. J'ai pensé m'en débarrasser, mais une part de moi craint que cela ne le provoque. Quelque temps plus tard, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook venant de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Sa photo de profil était la boutique 55 de la Galleria. Je n'ai ni accepté ni refusé, incertaine des conséquences de chacune de ces actions. De temps en temps, mon téléphone sonne sans identification d'appel. Lorsque je décroche, je n'entends qu'une respiration régulière à l'autre bout. Je me demande si c'est lui ou une simple plaisanterie, mais l'inquiétude demeure. Le plus perturbant dans tout cela, c'est qu'une petite partie de moi en vient presque à regretter cette attention. Cette prise de conscience me fait plus peur que tout le reste, un rappel de l'impact profond que sa présence a eu sur moi. Des années ont passé depuis, et heureusement je n'ai plus eu de nouvelles de lui. J'ai avancé, mais ce souvenir persiste. Chaque fois que je passe devant la boutique élevée à la Galleria, je ressens un mélange de nostalgie et de peur, un rappel du moment où le luxe s'est transformé en cauchemar. Ce chapitre de ma vie est désormais clos, mais il m'a ouvert les yeux sur les dangers cachés derrière les rencontres apparemment innocentes. Le monde est plein de choses belles, mais tout ce qui brille n'est pas or. J'ai finalement compris que la véritable sécurité réside en soi et que la tranquillité d'esprit est le bien le plus précieux. Je pensais qu'emménager dans le paisible quartier de Fairview m'apporterait enfin la tranquillité que je recherchais. Les rues calmes et les voisins chaleureux m'ont semblé accueillants dès mon arrivée.
Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que je commence à me sentir mal à l'aise dans ce qui était censé être mon refuge. Les voisins étaient tous sympathiques, mais l'homme âgé qui vivait à côté se démarquait. Il était toujours dans son jardin, prêt à me saluer avec un sourire. Au début, je trouvais cela charmant, mais j'ai vite remarqué qu'il était là un peu trop souvent, m'observant. Environ 1 mois après mon installation, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Il était toujours dehors quand je partais au travail. D'abord, j'ai pensé que c'était une simple coïncidence, ou qu'il était un lève-tôt, mais il était aussi là à chaque fois que je rentrais, quelle que soit l'heure. D'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvions aussi au supermarché au même moment. Il apparaissait au bout d'un rayon, entamant une conversation et me posant des questions sur ma journée d'une façon un peu trop familière. Je sais que cela peut sembler inoffensif et gentil, et c'est ainsi que je l'ai perçu au départ, mais quelque chose dans sa présence constante m'inquiétait. Un samedi matin, je profitais de mon café dans le calme de mon jardin, quand mon voisin m'a interpellé depuis l'autre côté de la clôture, mentionnant qu'il n'avait pas vu ma voiture dans l'allée la nuit précédente. J'ai essayé d'ignorer ce malaise, mais l'idée qu'il me surveillait ainsi m'est restée en tête. Une nuit, après qu'il eut évoqué des détails d'une conversation privée que j'avais eue avec une amie dans mon jardin, mon malaise s'est intensifié. J'ai commencé à noter nos interactions dans un journal, consignant chaque incident étrange, espérant y trouver un schéma. En relisant mes notes, il est devenu de plus en plus clair que sa présence n'était pas une simple coïncidence. En rentrant chez moi un soir, je l'ai trouvé devant ma porte, l'air inquiet. Il m'a dit qu'il avait vu quelqu'un rôder autour de ma maison et m'a suggéré de faire attention à la sécurité. La manière dont il l'a dit sonnait plus comme une menace voilée qu'un conseil bienveillant. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Chaque bruit habituel de la maison me paraissait anormalement fort, alimentant mon anxiété. J'ai repassé chaque interaction avec lui dans ma tête, me demandant si j'étais simplement paranoïaque ou si quelque chose d'inquiétant se passait réellement. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu une silhouette dans son jardin en train de fixer quelque chose dans un arbre orienté vers ma maison. Une caméra. J'ai senti une vague de panique en réalisant l'ampleur de son intrusion. Ce n'était pas simplement de l'observation innocente, c'était une violation de ma vie privée. J'en avais assez. Le lendemain matin, je me suis rendu chez lui, déterminé à le confronter. En levant la main pour frapper, j'ai hésité un instant. À peine avais-je touché la porte qu'elle s'ouvrit aussitôt. Il était là, souriant, comme s'il m'attendait. Il m'invita à prendre un café, agissant comme s'il s'agissait d'une simple visite de voisinage. Sa maison était impeccablement rangée, chaque surface d'une propreté éclatante. Pendant que nous étions dans sa cuisine, mon regard se posa sur un mur couvert de photos encadrées. Beaucoup montraient une femme plus jeune qui me semblait étrangement familière. En observant les photos, il commença à parler de sa défunte épouse, décédée il y a quelques années. Il me dit que je lui rappelais sa femme, que mes gestes et mon apparence lui évoquaient des souvenirs tendres. Finalement, j'abordai le sujet de sa présence constante et de sa connaissance étonnamment précise de ma vie. Son sourire s'effaça, laissant place à une expression de préoccupation. Il expliqua qu'il avait ressenti une connexion avec moi parce que je lui rappelais sa femme. Il pensait qu'il me protégeait, qu'il veillait sur moi comme il l'avait fait pour elle. L'intensité de son regard me mettait mal à l'aise. J'étais abasourdi. Il parlait si naturellement de son intrusion dans ma vie privée, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Lorsque je le poussai à en dire plus, il se mit sur la défensive, répétant qu'il n'avait aucune mauvaise intention. En rentrant chez moi, j'ai décidé de prendre des mesures. J'ai contacté une amie proche et lui ai raconté tout ce qui s'était passé pour m'assurer que quelqu'un d'autre soit au courant de la situation. Ensemble, nous avons élaboré un plan pour maintenir une distance avec lui et observer discrètement ses actions. Après tout, il n'avait encore rien fait qui puisse être considéré comme dépassant les limites. Depuis notre confrontation, mon voisin semble s'être replié dans son propre monde et est moins souvent dehors. Au fil du temps, la tension a commencé à s'estomper. Grâce au soutien de mes amis, j'ai retrouvé un sentiment de sécurité. Malgré tout, cette expérience me laisse un malaise persistant, même si j'éprouve aussi une certaine compassion pour cet homme âgé. La vie a repris son cours à Fairview et nous continuons d'être voisins, mais sa présence est désormais en arrière-plan. Nous échangeons des salutations courtoises quand nous nous croisons, mais il y a un accord tacite pour garder nos distances.
Cette histoire remonte à quelques années, mais même aujourd'hui, quand je ferme les yeux, l'idée qu'il pourrait revenir me hante toujours. Cet homme est en prison, mais rien ne garantit qu'il y restera pour toujours. Je me réveille encore la nuit en me demandant ce que je ferais si un jour on le laissait sortir et qu'il revenait me chercher. Tout a commencé comme un jeu. Enfin, pas vraiment. Au début, je ne percevais rien d'étrange, juste une coïncidence ou un hasard. Il travaillait dans un des bureaux du bâtiment où j'avais mon cabinet et plus d'une fois, nous nous sommes croisés dans l'ascenseur. Il était toujours aimable, je ne peux pas le nier. Il souriait et avait toujours un mot attentionné, même si parfois ses remarques semblaient étranges venant de quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Il disait des choses comme « J'ai remarqué que ta voiture n'était pas là hier, j'espère que tout va bien » ou « Cette écharpe te va bien, elle s'accorde parfaitement avec ton sac ». Je n'avais jamais imaginé qu'un inconnu, encore moins quelqu'un que je ne connaissais même pas, puisse s'attarder sur de tels détails. La première fois qu'un cadeau est arrivé dans mon bureau, cela m'a fait sourire. C'était une petite boîte, enveloppée dans un papier rouge brillant, avec un mot disant « Pour quelqu'un de spécial, quelqu'un qui illumine les couloirs ». À l'intérieur se trouvait une fleur séchée, soigneusement pressée et encadrée, comme une attention d'une personne au goût singulier, mais inoffensif. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une plaisanterie ou peut-être d'une maladresse de quelqu'un qui avait mal interprété un regard ou un salut. J'ai laissé passer. Le problème, c'est que ces coïncidences ont continué. Chaque jour, en arrivant au bâtiment, je le voyais m'observant depuis un coin. Parfois, il semblait m'attendre à l'entrée ou se tenait près de la machine à café, regardant du coin de l'œil et faisant semblant d'être là par hasard. J'ai commencé à sentir que, où que je regarde, il était là. Rapidement, d'autres cadeaux ont commencé à arriver. Ce n'était plus seulement une fleur séchée. De petits paquets contenant des objets plus personnels ont fait leur apparition. Des chocolats, un foulard de la couleur que je portais souvent, un porte-clés de mon équipe favorite. Chacun de ces cadeaux était accompagné d'un mot, avec des messages un peu plus audacieux, comme s'il essayait de se rapprocher sans que je puisse rien y faire. Finalement, un soir où je devais travailler tard, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait jusqu'à ma voiture. En me retournant, j'ai vu que c'était lui, me saluant avec un sourire. Il m'a proposé de me raccompagner, offre que j'ai refusée catégoriquement. Il m'a dit qu'il n'avait aucune mauvaise intention, qu'il voulait juste s'assurer que j'arrivais bien chez moi. Malgré cela, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Il y avait quelque chose dans sa façon de sourire et de me regarder qui m'a glacé le sang, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. À partir de ce moment-là, le ton de ses messages a changé. Ses notes ont commencé à révéler une facette de lui qui me terrifiait. L'une d'elles, en particulier, m'a fait envisager de parler à quelqu'un. Elle disait « Ne cherche pas à t'éloigner, Martina, je veille sur toi, les amis ne tournent pas le dos aux amis. » Cette phrase s'est gravée dans mon esprit, car, bien que j'ai tenté de minimiser la situation comme une simple gêne, il devenait de plus en plus évident qu'il voyait notre lien d'une façon qui n'existait que dans sa tête. J'ai décidé de changer de routine, de prendre des chemins différents pour me rendre au travail, et même de cesser de fréquenter certains endroits où je savais qu'il avait l'habitude d'aller. Mais tous mes efforts étaient vains. Il réapparaissait toujours d'une manière ou d'une autre. Le pire a été un matin, alors que j'allais ouvrir la porte de mon cabinet et que j'ai trouvé une boîte sans étiquette. Je n'y ai pas prêté grande attention jusqu'à ce que je l'ouvre et découvre son contenu. Un petit couteau, avec une lame acérée et un manche en bois. Ce n'était pas le genre de cadeau qu'une personne normale offrirait. À côté du couteau, une note disait « Pour te protéger des autres, je te protégerai toujours. » Je suis allé à la police pour tout signaler. Je me souviens que l'agent a pris des notes, mais son expression est restée impassible. Ils m'ont dit que tant qu'il ne faisait rien de direct, comme me menacer explicitement ou agir contre moi, il ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai essayé de me convaincre de ne plus prêter attention à tout cela et d'aller de l'avant, mais la peur était déjà ancrée en moi. Chaque nouveau cadeau, chaque mot que je retrouvais sur ma porte faisait grandir cette peur jusqu'à la transformer en paranoïa. J'avais l'impression que chaque pas que je faisais était observé, que chaque mot que je disais pouvait lui parvenir. Ensuite, il a commencé à me suivre même lorsque je sortais avec des amis. Certaines soirées, alors que je tentais de me détendre autour d'un dîner, mon téléphone vibrait. J'ouvrais le message et c'était un numéro inconnu qui m'écrivait simplement « Ce bleu te va bien. Je sais que tu aimes le sushi. » Je ne supportais plus la situation. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas sortir.
J'en ai parlé à mes parents, leur ai tout raconté, et ils m'ont aidé à installer des caméras de sécurité chez moi. Bien qu'ils comprenaient que quelque chose clochait, je crois qu'ils n'imaginaient pas l'ampleur de la peur que je ressentais. Une nuit, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une autre boîte devant ma porte. Cette fois, le contenu était différent. À l'intérieur, il y avait une corde nouée en un nœud coulant. Accompagnant la corde, une note disait « Si un jour tu te sens accablé, rappelle-toi que je serai toujours là pour t'aider. » Mon sang s'est glacé. La police a qualifié cela d'insinuation, mais non de menace directe. C'est alors que j'ai décidé de rendre ma situation publique. J'ai ouvert un compte anonyme sur les réseaux sociaux et commencé à partager mon expérience. Je ne savais pas si cela servirait à grand-chose, mais au moins, je me sentais moins seul. Avec le temps, des personnes ont commencé à commenter, à me suivre, certaines partageant même des histoires similaires. Et c'est là que l'horreur a pris une autre dimension. Parce qu'à ce moment-là, 5 familles sont apparues, affirmant avoir vécu des situations identiques. Et toutes leurs filles avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Chaque détail qu'elles mentionnaient coïncidait. L'homme à l'apparence amicale, les cadeaux qui débutaient de manière gentille avant de devenir sombres et inquiétants. Les familles n'avaient jamais pu rassembler assez de preuves. Cependant, dans mon cas, ma dénonciation publique avait enfin attiré suffisamment d'attention pour déclencher une enquête sérieuse. Les enquêteurs ont pris en compte toutes les notes, les relevés d'appels et les enregistrements de mes caméras de sécurité. Ce furent des mois de tension durant lesquels je ne savais pas si, à tout moment, il pouvait réapparaître. Finalement, ils ont réussi à l'arrêter et ont trouvé chez lui des preuves de chacun de ses harcèlements antérieurs. Des documents, des photos, des objets personnels appartenant à d'autres femmes qu'il avait également persécutées. Les médias ont couvert l'affaire et il a été condamné. Je me souviens du jour où le juge a rendu son verdict. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de terreur en réalisant que, bien que la justice ait fait son travail, il savait désormais que j'étais celle qui avait mis fin à sa liberté. Depuis, je vis avec un mélange de paix et de peur constante. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'un jour, il pourrait revenir. Je suis toujours en thérapie et bien que je m'efforce d'aller de l'avant, je sais que la tranquillité totale ne reviendra jamais vraiment.